À la une de l'actualité, le chef de l'État Félix Tshisekedi a reçu l'opposant et leader de la coalition Lamuka venu plaider en faveur du pacte social de la SEMCO et de l'ECC. Pour Martin Fayulu, la création d'un camp de la patrie reste l'alternative idéale pour mettre fin à la crise sécuritaire. L'Union africaine se dit préoccupée par les mesures d'interdiction d'entrée au territoire américain prises par Donald Trump, touchant ainsi 7 pays africains. Pendant ce temps, le clash entre l'actuel locataire de la Maison Blanche et son allié, l'homme d'affaires Elon Musk, continue de défrayer la chronique. En sport, les Léopards rassurent et lancent un signal fort quant à la suite des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Les hommes de Sébastien Desabre ont battu les Aigles du Mali 1-0 en match amical international. Nouveau journal sur Télé 50, bienvenue à tous. Elle était annoncée il y a quelques jours et elle a effectivement eu lieu jeudi. La rencontre entre le président Félix Antoine Tshisekedi et l'opposant Martin Fayulu s'est déroulée au Palais de la Nation. Accompagné de ses proches, dont Prince Epenge et Devos Kitoko, le président de l'ECD à la recherche de la cohésion nationale a longuement échangé avec le chef de l'État sur les questions de l'heure, notamment la guerre qui secoue la partie est du pays. Martin Fayulu a fait le compte-rendu de cette réunion à la presse. Je vous propose de l'écouter. Vous savez que le pays est dans une passe très difficile. Nous sommes attaqués de partout. Nous avons besoin de la cohésion nationale. Je suis venu pour lui dire que nous n'avons pas 36 solutions. Nous devons créer un camp de la patrie. Donc des gens qui luttent pour leur pays. Et donc pour cela, avec toutes ces crises que nous avons, crise sécuritaire, crise sociale, crise politique, la solution c'est un dialogue. Donc je lui ai demandé de tout faire pour rencontrer les évêques de la SEMCO et les pasteurs de l'ECC pour discuter afin de voir ce pacte social qu'ils proposent, comment est-ce que nous pouvons le mettre en avant. Donc il m'a compris et il va donner sa réponse très rapidement. Nous sommes Congolais et nous avons des frères et sœurs qui souffrent, des enfants qui souffrent, des enfants qui dorment à la belle étoile, des enfants et des gens qui meurent tous les jours. Aujourd'hui, à Goma, combien de gens sont morts? Aujourd'hui, à Beni, à Butembo, aujourd'hui, à Bukavu, combien de gens ont été maltraités par des gens qui ont occupé nos territoires, nos localités. Donc, c'est de ça que nous avons parlé. Nous sommes humains. Nous avons lutté dans ces pays. Nous n'avons pas lutté pour que demain les Congos soient balkanisés. Voilà, nous avons dit, lui et moi, et nous sommes dit que jamais sous notre ère que le Congo sera balkanisé. Je suis venu pour ça et pour insister que le dialogue est nécessaire et qu'ils reçoivent les pères spirituels. Comme vous venez de le suivre, l'opposant Martin Fayulu plaide pour un dialogue inclusif et la création d'une plateforme dénommée le camp de la patrie. C'est pour permettre de juguler à la crise sécuritaire et politique en République démocratique du Congo. Mais quels sont les enjeux derrière cette rencontre? Qu'est-ce que Martin Fayulu pourrait apporter dans la crise? Élément de réponse dans ce dossier de la rédaction. La rencontre entre Martin Fayulu et le président Félix Tshisekedi est un événement politique majeur en République démocratique du Congo, marquant une tentative de rapprochement entre le président en exercice et un leader de l'opposition dans un contexte de crise multidimensionnelle. La République démocratique du Congo fait face à une aggravation des conflits dans les provinces du Nord Kivu, Sud Kivu, Ituri et autres, notamment avec l'offensive du M23 soutenue par le Rwanda. Goma et Bukavu, deux villes stratégiques, sont sous contrôle des rebelles M23, amplifiant les craintes de balkanisation. Martin Fayulu a insisté au sortir de l'audience sur la nécessité d'un camp de la patrie pour contrer cette menace, proposant
un dialogue inclusif impliquant les églises Senko et SCC pour impact social. Cette rencontre pourrait poser les bases d'une stratégie unifiée contre l'insécurité, bien que les divergences sur les approches persistent. Cette rencontre pourrait ouvrir la voie à un dialogue plus large, bien que les analystes doutent de sa portée sans un programme clair. Fayulu, qui se présente toujours comme le président élu de 2018, a historiquement contesté la légitimité du président Félix Tshisekedi. Cette rencontre pourrait être perçue comme un geste de réconciliation ou pour certains, une tentative de Fayulu de se repositionner dans le paysage politique, peut-être en vue d'un rôle dans un futur gouvernement d'union nationale. Cependant, aucun échange sur une entrée de l'opposition dans les institutions n'a été évoqué lors de la rencontre. Et cette rencontre survient peu après le retour de Joseph Kabila Kabange à Goma, ville sous contrôle du M23, et sa levée d'immunité parlementaire, ce qui a accentué les tensions. Fayulu, qui avait consigné un communiqué avec Kabila en mai 2025 pour un dialogue national, semble désormais prendre ses distances, se rapprocher de Tshisekedi pour contrer Kabila. Ce repositionnement pourrait renforcer un bloc anti-Kabila et redéfinir les alliances politiques, surtout après la rencontre entre Fayulu et Moïse Katumbi Tchapo et Arjen Val en décembre 2024, visant à contrer une réforme constitutionnelle du président Félix Tshisekedi. Les églises catholiques, Senko et protestantes SCC poussent pour un dialogue national inclusif mal perçu par le pouvoir. Fayulu a soutenu cette initiative, informant les religieux et les médiateurs de l'Union africaine, Fonia Simbe, de sa démarche. Sur le plan international, des négociations comme les préaccords des Pékin-Kinshasa, Kigali, soutenus par les États-Unis, suscitent des inquiétudes sur un possible bradage des ressources congolaises. Fayulu s'oppose à de tels accords, ce qui pourrait influencer les discussions avec le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pour que cette rencontre soit un succès, elle devra aboutir à des mesures concrètes, comme des réformes électorales, un plan robuste pour la sécurité dans l'Est ou un dialogue inclusif impliquant toutes les parties prenantes, y compris la société civile et les groupes armés. La rencontre Fayulu-Tshisekedi incarne une opportunité rare de rapprocher majorité-opposition pour répondre aux crises sécuritaires, politiques et socio-économiques en République démocratique du Congo. Les enjeux centraux tournent autour de la cohésion nationale, de la réponse à l'insécurité dans l'Est et de la reconstruction d'un dialogue politique inclusif. Toutefois, son succès dépendra de la sincérité de deux parties à transcender leurs différends et à s'engager dans des solutions concrètes dans un contexte où la méfiance et les rivalités historiques restent prégnantes. Et puis le chef de l'État a officiellement reçu jeudi son nouveau passeport biométrique sécurisé. C'était lors d'une cérémonie symbolique tenue à l'Institut national des arts dans la commune de Kasavubu. Les détails dans ce reportage. Bien que ni la ministre ni le chef d'État n'aient prononcé de discours lors de cette cérémonie, l'importance de l'événement a été soulignée par la présence des dignitaires et autres acteurs clés. Le vice-président de Dermalog, entreprise allemande en charge de la production de ce passeport, a mis en avant ses caractéristiques, notamment son coût de $75 américains, sa page de données en polycarbonate gravé au laser et ses 32 éléments de sécurité, faisant de ce passeport le plus sécurisé d'Afrique et l'un des plus avancés au monde sur le plan technologique. Et vous vous sentez prêt et prête? Oui, très bien. En tout cas, moi je vous félicite parce que vous faites partie vraiment des pionniers qui vont changer la question du passeport en République démocratique, qui vont rendre la vie beaucoup plus facile et agréable pour des millions de Congolais. Moi je vous félicite pour votre travail. Et je vous encourage à le faire vraiment avec sérieux professionnalisme. C'est le visage, ça c'est aussi un visage de notre diplomatie. Ce lancement intervient peu après la victoire de la République démocratique du Congo en tant que membre non permanent au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies. Une réalisation attribuée à Madame Thérèse Kaikwamba Wagner. Ce nouveau passeport biométrique intègre également une micropuce RFID. Ses contributions témoignent de son engagement envers le développement et la modernisation de la République démocratique du Congo. En bref, le directeur général de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé RSP, Miguel Cachal, est attendu mercredi 11 juin prochain à l'Assemblée
nationale pour s'expliquer sur la gestion de cette institution. Cette convocation faite par le président de la Chambre basse du Parlement, Vital Kamerhe, fait suite à une question orale avec débat déposé par le député national Patrick Mouniomo. Le directeur général de l'ARSP est soupçonné d'avoir détourné 49 millions de dollars. Il est accusé, entre autres, de mégestion, conflit d'intérêts supposé et critique sur l'application de la loi sur la sous-traitance. L'ARSP fait l'objet de vives polémiques dans l'opinion publique. Et puis l'Assemblée provinciale de Kinshasa a examiné lors d'une séance plénière une question d'actualité cruciale adressée au ministre provincial des Infrastructures et Travaux publics, Alain Tshilungu. Cette question porte sur la récente décision du gouvernement provincial de démolir les constructions anarchiques dans la ville-province de Kinshasa. Le député provincial Gulin Poungu Malamba, à l'origine de cette interpellation, a d'abord mis en lumière la distinction entre les constructions anarchiques érigées dans des zones interdites par les lois d'urbanisme et celles considérées comme inappropriées. Cette clarification est essentielle pour comprendre les cadres juridiques et administratifs qui entourent cette problématique. Les députés ont ensuite formulé une série de questions pertinentes au ministre visant à éclaircir plusieurs points cruciaux, notamment la cartographie des démolitions, l'identification des constructions, les motivations des démolitions, la gestion des débris, l'indemnisation des propriétaires, la traque des agents corrompus. En réponse, le ministre Alain Tshilungu a rassuré les élus provinciaux sur les intentions de cette campagne de démolition, soulignant l'importance de réguler l'urbanisme à Kinshasa. De mettre en lumière le contexte général sur lequel la démarche du gouvernement provincial de Kinshasa ne pourrait être présentée ni expliquée devant vous, honorable. Il a également salué les recommandations de l'Assemblée provinciale adressées au gouverneur de la ville Daniel Bumba concernant les enquêtes sur les dégâts causés par les inondations. À l'issue de la séance, les élus ont posé des questions complémentaires et exprimé diverses préoccupations relatives aux démolitions. Compte tenu de la complexité de ces dossiers, la plénière a accordé un délai d'1 semaine au ministre des ITP pour préparer des réponses détaillées. Cette situation illustre les défis auxquels fait face la gestion urbaine à Kinshasa et souligne l'importance d'une approche équilibrée entre développement urbain et protection des droits des citoyens. En bref, en justice, accusé de détournement présumé des 19 à 39 millions de dollars destinés à la construction d'une nouvelle prison à Kisangani, le ministre d'État de la Justice et garde des Sceaux Constant Mutamba Tongonga est de nouveau auditionné en ce moment même, ce vendredi 6 juin, au parquet général après la Cour des cassations, à en croire les dernières informations. La première invitation adressée à Constant Mutamba par le parquet général près à la Cour des cassations a été consacrée à l'identification de l'incriminé et à l'information des accusations portées contre lui. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. La zone économique spéciale de Maluku vient de franchir une étape clé. Mercredi, 3 ans après le lancement des travaux, le bâtiment administratif principal devant abriter le guichet unique et d'autres infrastructures construites dans le cadre de la viabilisation de ce site ont été remis officiellement à titre provisoire aux autorités de l'agence des zones économiques spéciales, représentées par le directeur général Ogi Bolanda, qui était accompagné de son directeur général adjoint Magogo Mouizia. Cette cérémonie sobre mais significative marque ainsi une avancée majeure dans le développement de cette zone stratégique. La remise des clés est intervenue au bâtiment administratif en présence du directeur général et du directeur général adjoint de l'ASES, du représentant de la mission de contrôle CREST, des responsables des entreprises ayant exécuté ces projets et des membres de la cellule d'exécution des financements en faveur des États fragiles, CFF. Nous allons laisser aujourd'hui officiellement tout ce qui a été exécuté entre les mains du bénéficiaire, qui est l'agence des zones économiques spéciales. Et une année après, nous allons revenir pour vous poser la question, est-ce que vous avez été satisfait ou pas?
Le directeur général de l'ASES s'est réjoui de ces pas franchis et salue l'implication du chef de l'État et l'engagement de toutes les parties prenantes pour la concrétisation de cette zone économique spéciale pilote qui sert aujourd'hui de modèle à travers la République. Si nous atteignons aujourd'hui cette étape, c'est parce que le président avait décidé à l'époque de prendre une partie d'un financement de la BAD, parce que c'était un appui budgétaire, qui était d'abord destiné au Covid. Le président a décidé qu'une partie soit affectée à la zone économique spéciale. Et aujourd'hui, nous sommes très contents et nous remercions le chef de l'État pour la décision qu'il avait prise à l'époque. Et aujourd'hui, nous avons une zone économique spéciale qui est opérationnelle parce que c'était la zone pilote. On l'a voulu comme zone pilote, comme zone modèle pour servir à ce que nous allons faire aussi ailleurs à travers le pays. Ces projets ont été rendus possibles grâce au soutien financier et technique de la BAD en collaboration avec la CVF et il s'inscrit dans la vision plus large des dynamisations économiques et industrielles de la capitale congolaise. La réception définitive du bâtiment est prévue dans un délai de plus ou moins 1 an, une période durant laquelle les ajustements techniques pourront être réalisés conformément aux exigences contractuelles. La visite a débuté à l'entrée principale du site avant de se poursuivre jusqu'à la sortie, permettant une vue d'ensemble sur l'aménagement global. Les installations de la SNEL ont également été inspectées, témoignant du souci d'intégration des services essentiels. En province, la gouverneure du Lualaba, Masuka Saini Fifi, a fait une visite d'inspection de plusieurs chantiers lancés sur la ville de Kolwezi. Tous ou presque sont déjà à terme. C'est le constat qu'elle a fait sur le terrain. Mercredi 4 juin, il est 8h30. Loin de son bureau climatisé sous un froid hivernal, la gouverneure du Lualaba retrousse les manches et se lance sur une itinérance de visites de chantiers réalisés à travers la ville de Kolwezi et sa périphérie. Première étape, l'aérogare modulaire de Kolwezi, un chantier d'une fierté impressionnante, digne d'un aéroport international. Sur place, le constat est appréciable. Les engins tournent à plein régime pour transformer très rapidement l'image de ce site avec du béton armé d'une épaisseur de 26 cm. Seconde étape de la visite, la cité de la commune, érigée dans la commune de Dilala. C'est un centre de formation professionnelle qui a été construit pour encadrer les jeunes de la province. Il est doté des dortoirs et des salles d'apprentissage. L'autorité provinciale a pris le temps d'apprécier l'ouvrage qui sera bientôt inauguré par le chef de l'État. Troisième étape, l'Institut supérieur pédagogique de Kolwezi. Pour une première dans l'histoire du Lualaba, cette institution universitaire a ses propres infrastructures, composées de 6 auditoires et un amphithéâtre. L'ISP Kolwezi accueillera plus ou moins 700 étudiants à qui Marie-Thérèse Masuka Saini offre des meilleures conditions d'études concurrentielles à celles des autres universités du pays. Grâce à cette réalisation, finit les cours ambulatoires pour une institution respectable comme l'ISP. Le nouveau bâtiment administratif du secrétariat exécutif de la CENI est déjà prêt à accueillir ses locataires. La gouverneure Marie-Thérèse Masuka Saini s'y est rendue pour palper du doigt la qualité des travaux exécutés par l'entrepreneur. Ici, tout a été fait dans les normes avec tous les détails exigés. Du bureau du secrétaire exécutif, en passant par les autres locaux déjà équipés jusqu'à l'entrée du matériel électoral, le travail est admirable à sa juste valeur. L'aboutissement de ce projet s'inscrit dans le cadre de mettre les agents de la centrale électorale au Lualaba dans les conditions pouvant permettre de bien mener les opérations électorales. La direction des recettes non fiscales du Lualaba et la direction des impôts ne seront plus locataires. Ces deux régies financières ont désormais un cadre propre à elles. Un bâtiment de 4 niveaux construit dans le cadre d'assainir l'environnement de travail. Marie-Thérèse Masuka Saini y est passée pour un constat et s'en sort satisfaite. La dernière étape de cette ronde est la clinique moderne du Lualaba, située dans l'enceinte de l'hôpital général de référence Mwangeji. La chef de l'exécutif provincial du Lualaba s'est imprégnée de ce qui a été réalisé jusque-là. Cette structure sanitaire est déjà équipée de lits de malades et d'autres matériels. Autre chose à présent, en dehors de nos frontières, 7 États africains se voient interdire l'accès au territoire américain. Il s'agit du Congo-Brazzaville, du Tchad, de la Guinée équatoriale, de la Libye, de l'Érythrée, de la Somalie et du Soudan. En réaction, l'Union africaine s'est dite préoccupée par l'impact négatif potentiel de telles mesures, y compris sur les relations diplomatiques avec les pays concernés. N'Djamena se dit surprise alors que Brazzaville dénonce un malentendu. Le Burundi, la Sierra Leone et le Togo, eux, sont visés par des restrictions de la délivrance des visas.
Aux États-Unis, l'alliance intense qu'avaient Elon Musk et Donald Trump vient de se dissoudre. Les deux hommes se sont déchirés publiquement jeudi, s'accusant de folie pour l'un, d'ingratitude pour l'autre. Le président américain a assuré sur son réseau Truth Social qu'il avait mis fin à la mission budgétaire d'Elon Musk, selon lui, devenu fou à cause d'une décision défavorable aux véhicules électriques. Que se passe-t-il entre Elon Musk, l'homme le plus riche du monde, et Donald Trump, président américain? Le monde est témoin d'un spectacle de clash entre les deux hommes sur les réseaux sociaux. Donald Trump et Elon Musk, des géants aux mégaphones planétaires, ont transformé un désaccord en véritable guerre ouverte où le coup pleuve de part et d'autre. Tout a commencé par des attaques verbales. Trump, irrité par les critiques du patron de Tesla, a menacé de remettre en cause le contrat fédéral liant Musk à l'État américain. En particulier ceux qui soutiennent SpaceX, un pilier de l'accès américain à l'espace. La riposte ne s'est pas fait attendre. Musk, via son réseau X, a dénoncé des dépenses budgétaires irresponsables de Trump et l'a directement défié qu'il ose couper le fond et il en assumera le coût politique. Dans la foulée, Musk a annoncé vouloir accélérer la mise hors service des vaisseaux Dragon, actuellement essentiels aux missions de la NASA vers la Station spatiale internationale. Cette escalade a eu un effet immédiat sur le marché. L'action Tesla a perdu 14% en une seule journée. Le conflit a pris une autre tournure plus personnelle en fin de journée lorsque Musk a promis de lâcher une très grosse bombe. Une allusion troublante à des prétendus liens entre Trump et Jeffrey Epstein, le financier déchu condamné pour exploitation sexuelle. Aucun élément concret n'a été présenté, mais les messages étaient clairs. Musk est prêt à frapper où ça fait mal. L'équipe Trump, visiblement prise de coup, a répondu du bout des lèvres. Caroline Leavitt, porte-parole du candidat, a tenté de minimiser l'incident. Elon est simplement frustré que le projet de loi One Big Beautiful Bill n'intègre pas les politiques qu'il espérait. Sentant peut-être le danger, Trump a brièvement mis de l'eau dans son vin. Lors d'un événement à la Maison-Blanche consacré aux forces de l'ordre, il s'est abstenu de mentionner Musk. Sur Truth Social, il a seulement déclaré qu'il n'était pas gêné d'être attaqué, mais qu'il aurait préféré que Musk se retire du côté public plus tôt. La bataille reste rude entre les deux amis et le monde reste du côté observateur. Et puis en sport, pour terminer, je l'ai dit au sommaire, les Léopards rassurent et lancent un signal fort quant à la suite des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 qui interviendra incessamment. Les hommes de Sébastien Desabre ont battu les Aigles du Mali 1-0 en match amical international qui a eu lieu au stade d'Orléans en France. L'unique but de cette rencontre a été marqué par Samuel Essendé. On écoute une réaction d'après-match du défenseur congolais Arthur Maswaku. On va prendre les rappels des titres à présent. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a reçu l'opposant et leader de la coalition Lamuka venu plaider en faveur du pacte social de la SEMCO et de l'ECC. Pour Martin Fayulu, la création d'un camp de la patrie reste l'alternative idéale pour mettre fin à la crise sécuritaire. L'Union africaine se dit préoccupée par les mesures d'interdiction d'entrée au territoire américain prises par Donald Trump, touchant 7 pays africains. Pendant ce temps, le clash entre l'actuel locataire de la Maison-Blanche et son allié, l'homme d'affaires Elon Musk, continue de défrayer la chronique. En sport, les Léopards rassurent et lancent un signal fort quant à la suite des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Les hommes de Sébastien Desabre ont battu les Aigles du Mali 1-0 en match amical international. Voilà qui boucle complètement ce journal, madame, messieurs. Je vous remercie de l'avoir suivi de partout dans le monde grâce à Télé 50. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.